Bienvenue à un autre Founder Wisdom podcast des fondateurs, I guess, la translation would be. Aujourd'hui, on a Pierre Paris, Panam Automatise. J'ai Et interviewé son, oui, salut à tous. salut, salut. J'ai interviewé son cofondateur dernièrement. C'est une entreprise intéressante de Quest. Euh, donc, Julien, que j'ai passé en entrevue, c'est des gars assez originaux. Ils essaient de bâtir un startup écosystème de 17 à 27 ans, puis ils leur drop 100K euros lorsque les gens sign up, puis drop out of school. Je suis 100% derrière vous. Je pense que l'école, c'est arriéré comme système, c'est désuet. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler du startup écosystème en France et everything in between. Donc, Pierre, bienvenue. Dis-nous-en un peu plus sur toi et sur The Quest. Bah bien, merci pour l'invitation, Charles. Je suis très content d'être là. Moi, donc, comme tu l'as dit, je suis le cofondateur de Julian. Et ensemble, il y a 3 ans, on a monté The Quest, qui est un centre de formation pour Kylian Mbappé de la tech. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre à tous les jeunes qui veulent plus continuer de faire des études, de monter leur entreprise et de devenir d'avoir un projet de vie qui les passionne et qui les stimule. Et en effet, pour ça, on essaye de leur mettre entre les mains tous les outils nécessaires pour réussir, à savoir de l'argent, de la méthode et comme tu l'as dit, un écosystème riche et qui se développe d'année en année pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ouais, puis du support aussi, parce que ça peut être assez difficile de bâtir une startup, surtout aussi. Parce que t'es jeune, t'es ambitieux, t'as beaucoup de gaz dans la tank, mais je pense que les jeunes habituellement, ils se rendent compte, bon, j'ai empty le premier fuel tank, puis là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, des fois, ils sont habitués de tout gagner, tu sais, surtout quand ils viennent de milieux un peu plus prestigieux, qu'ils soient gâtés, entre guillemets, mais qu'ils soient rebelles, ils peuvent tomber dans ces pièges-là de pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est la résilience. En tout cas, moi, à 17 ans, j'avais pas grande idée de qu'est-ce que c'était la résilience, qu'est-ce que c'était échouer. J'avais un ego gros comme la terre, mais j'étais ambitieux, puis je pense que j'ai démarré ça à 16-17 ans, mes premières business de dropshipping, entre ça, puis les parties, puis les dames et l'alcool. Ouais, c'était mes premiers baby steps. Pourquoi est-ce que tu as décidé de développer ça de ton côté? Qu'est-ce qui a stimulé l'idée puis l'exécution de ça dans un gros projet où est-ce que tu donnes 100 000 € à chacun de tes new sign-ups? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat et c'est vrai que j'arrivais pas à me focus sur une seule et même idée. Et en réalité, on s'est dit que ce qui serait très intéressant serait d'avoir une cour de récréation, justement, où on pouvait lancer n'importe quel projet, n'importe quand. Et de fil en aiguille, en partant de ce constat-là, on s'est dit que l'un des éléments qu'on aime tous les cinq, c'est l'éducation. Et donc, on a voulu faire quelque chose qui permettait à la fois de donner vie à nos idées et en même temps d'avoir une partie éducation où on pouvait transmettre tout ce qu'on avait pu apprendre à un CEO qui ensuite allait être capable de en faire son projet de vie et d'amener le plus loin possible la startup. Pourquoi 100 000 €? Puis quels sont les steps, les étapes à atteindre pour obtenir ce 100 000 là? Parce que j'imagine que c'est assez rare que vous acceptez un kid de 17 ans qui a peu d'expérience, sauf si c'est vraiment un kid exceptionnel, un genre de Mozart Hmm. of the startup world. Donc, quelles sont les étapes pour obtenir ce capital-là? La première étape, c'est ce qu'on appelle l'iteration camp, c'est-à-dire que on les met dans un écosystème où on parle avec eux pendant 2 à 3 mois, et là on les teste, on regarde quelle est leur rapidité d'exécution, on regarde quelle est leur montée en compétences, est-ce qu'ils écoutent nos conseils, est-ce qu'ils sont capables aussi de nous contredire sur certains points. Tout ça, on regarde vachement pendant ces 2, 3 premiers mois.
Ensuite, une fois qu'on a trouvé un peu la zone de génie de ce CEO, on commence à creuser un petit peu sur l'idée. Euh, et ensuite, quand on est sûr de lui, on envoie le pitch à notre fonds d'investissement qui vote ou non le déploiement. Et une fois qu'on a le vote de ce fonds d'investissement-là, on investit les 100 000. Et pourquoi 100 000? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on a financé toutes ces startups-là grâce à des agences. Moi, je m'occupe de justement la partie création d'agences. Et on a utilisé toute cette marge des agences pour les investir dans nos startups. Et sur les 8 startups qu'on a créées en 2 ans, ça nous a coûté à chaque fois entre 50 et 100 000 euros. Et là, comme on veut faire des projets plus ambitieux, parfois aux États-Unis, parfois vraiment 100% SaaS, basé que sur de la tech, on s'est dit que 100 000 euros, c'était un bon moyen de bien démarrer. Donc, c'est un solo founder. Il utilise le 100 000 pour des software fees, pour des annonces, pour des softwares d'opération, entre guillemets. Quand est-ce qu'il commence à investir ce 100 000-là pour recruter des gens dans son entreprise? Ça, globalement, ça se fait en marchant et c'est ce qui fait un peu la différence entre nous et un simple fonds qui met un ticket dans une startup. C'est que nous, on est là en daily en fait avec les entrepreneurs et donc ce genre de réflexion au niveau de la roadmap, au niveau du produit. En fait, nous, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On ne sait pas forcément tout le temps ce qu'il faut faire. Mais au moins, si on va dans le mur, on y va à fond. Et donc, on va évidemment leur dire de ne pas passer par une agence qui coûte 20 000 euros pour faire un branding au démarrage. D'abord d'aller chercher l'attraction, d'abord d'aller chercher les premiers feedback customers. Tout ça, c'est des éléments qui vont leur faire économiser au démarrage. Par contre, on ne va pas du tout être greedy sur des éléments comme avoir un bon ordinateur, avoir une bonne chaise de bureau. Et ça, c'est des éléments sur lesquels ils peuvent être seulement, quand ils sont seuls, greedy. Et donc, on veut pas du tout, on veut leur inculquer vraiment les bons réflexes financiers. Après, moi, je m'occupe du pilotage financier chez The Quest. Et chaque personne qu'on incorpore et à qui on donne cette somme-là, on va le suivre. Comme on dit au foot, on va le marquer à la culotte. On va regarder si chaque dépense sont bien dépensées, s'il a, lui, bien conscience de combien il a burn. Euh, et puis après, en vrai, c'est au cas par cas. Est-ce que vous avez essayé de reproduire The Family par hasard? Est-ce que ça vous a inspiré de démarrer The Quest? De démarrer de quoi? Je n'ai pas compris. Ouais, The Family? Ah ouais. Est-ce que ça l'a inspiré The Quest? Ouais, ouais, complètement, complètement. C'était un des acteurs les plus présents avant The Family dans cette partie-là. Donc, ouais, ça a complètement inspiré The Quest, mais tout comme, je pense, beaucoup aussi d'entreprises, notamment aux États-Unis, de Thiel Fellowship. Euh, c'est un des modèles aussi où, pareil, je crois qu'il donne 200 000 euros, 200 000 dollars à des drop-out. Ça a donné naissance à notamment Figma et Ethereum. Donc, je nous souhaite le même avenir, mais ouais, c'est complètement des modèles auxquels on s'est identifié. Ouais. Quelle a été ton expérience avec le système éducationnel et pourquoi est-ce que tu penses que ça peut être une bonne option pour, en fait, quelque chose de bénéficiel pour la société d'encourager les jeunes à drop out? Moi, j'ai eu un parcours scolaire assez studieux et typique, dans le sens où j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé, j'ai eu mon diplôme. Je suis parti aux États-Unis pour faire un Master of Science. Et donc, pour le coup, moi, le système, j'ai compris que je m'étais adapté au système et non pas l'inverse. Là où dans certains pays nordiques, le système est beaucoup plus modulable. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a manqué un petit peu et c'est ce qui a fait que je me suis lancé, entre guillemets, tard dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé à 24 ans. C'est ce qui fait que j'ai pas eu cette opportunité et j'ai senti un peu une pression du système qui m'avait mis dans une voie et que je devais suivre jusqu'au bout de la voie. Et quand j'ai terminé mes 2 ans de CDI en tant que consultant, j'ai compris que j'étais rentré dans la fameuse rat race, dans laquelle je voulais pas du tout finir à 40 ans, divorcé avec une crise cardiaque. Et donc je me suis dit, ok, on n'a qu'une vie,
quitte à aller dans le mur, il faut y aller maintenant, quoi. Intéressant. Moi, mon parcours de mon côté, j'étais toujours dans le corridor. J'ai jamais vraiment fité, entre guillemets. J'ai toujours eu une facilité à l'école, mais bon, quand tu passes 50% de ton temps dans le corridor, ça devient difficile d'avoir des bonnes notes. Puis un peu comme toi, euh, moi, c'était pas de me ramasser dans une lane puis de, de focus dans le rat race, mais plus que j'essaie de me trouver une job sérieuse à 19 20 ans. J'ai trouvé quelque chose dans les ventes, mais c'était pas facile. C'était pas comme aujourd'hui où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada et tout ça. Euh, Puis je me suis trouvé comme un 0 to 1 incroyablement rapide, comme de mes expectations d'un teenager qui pensait que la vie était facile, puis que, tu sais, j'avais un problème de motivation, comme 95% des jeunes. Mes parents m'ont jamais vraiment appris quel était l'entrepreneurship, ni le système d'éducation. Fait que je me suis trouvé un peu intimidé par le job market, puis de voir que c'était des 8 des 10 heures des 12 heures par jour de travail assez intensif. Mais je me suis trouvé à vraiment aimer ça. J'ai eu un mentor qui m'a inspiré à lancer plusieurs entreprises par la suite. Puis là comme un gant, je me suis lancé plusieurs entreprises par la suite. Puis j'ai eu beaucoup de succès avec ça. Mais j'ai vraiment comme une genre de rage ou de PTSD avec le système d'éducation. Puis je pense que la plupart le système d'éducation est fait pour. Tu sais, c'est sûr qu'il y a Big Ed qui veut profiter des gens, tu sais, c'est des entreprises privées comme la plupart des gens. Puis si c'est public, ben, les gens ont un incentive de garder les mêmes philosophies juste pour avoir plus de vanité, entre guillemets. Ah, on est une bonne école ici, puis blablabla. Puis on veut tout le monde en système, puis en garde. On veut pas de clown, on veut pas personne qui sort à l'extérieur du moule. Donc, je pense que le système n'est pas avantageux, surtout avec l'intelligence artificielle qui est en train de remplacer la plupart des gens, puis de rendre les nouveaux venus dans le marché quasi obsolètes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord sur le côté IA, qu'il y aura ceux qui vont maîtriser et ceux qui ne maîtrisent pas l'IA. Je pense que ça va de plus en plus s'accentuer et on va être de plus en plus entouré d'applications mobiles qui vont devenir des super apps et qui vont être augmentées grâce à l'IA. Et je pense vraiment qu'on plus tard on aura des assistants virtuels boostés à l'IA qui auront consommé tous nos contenus et qui seront capables vraiment de créer instantanément un contenu qui nous plaît sans qu'on se dise OK, il a mis des majuscules un peu partout, c'est sûr que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Euh, mais je pense que il va aussi y avoir l'effet inverse dans le sens où tout ce qui va être travail artisanal va exploser aussi. Et toutes les agences, notamment, moi je suis pas mal sur le sujet des productized agencies, toutes les agences qui vont justement mettre en avant l'humain et qui vont montrer qu'il y a un travail et un vrai savoir-faire et qui vont capitaliser sur le fait que le millième client sera mieux accompagné que le premier client vont avoir un vrai unfair advantage et vont vraiment pouvoir pricer beaucoup plus haut, avoir avec des marges beaucoup plus élevées que des agences qui vont juste utiliser des logiciels en surcouche sans forcément apporter une autre valeur. Donc je pense que la technologie va être euh, le fait d'avoir un unfair advantage autour d'une technologie va être moins différenciant, là où des agences qui auront bien standardisé les process avec les bons humains au bon endroit au bon moment, elles vont clairement envoyer du pâté. Comment est-ce que tu gamifies le process? Est-ce que les jeunes générations ont beaucoup de jeux vidéo? Moi-même, j'ai grandi là-dessus sur World of Warcraft, Call of Duty. J'étais top 5 dans les deux sur mes serveurs. Puis tout doit être gamified dans ma business, tout doit être quasi instantané, puis le serotonin loop doit être close le plus rapidement possible. Comment est-ce que tu fais pour gamifier ça pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent avoir une bonne productivité, puis de manière plus importante, réussir dans leur startup? Donc, globalement, nous, notre accompagnement, on l'a pensé sous forme de niveau, sous forme de niveau de jeu vidéo. Et je pense vraiment que dans l'entrepreneuriat, on débloque certains niveaux.
et on débloque certaines conversations avec certaines personnes à certains moments de notre vie. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un vrai effet de levier sur le fait de commencer l'entrepreneuriat tôt et d'arriver à chaque fois à s'entourer de personnes un petit peu plus fortes que soi pour justement tirer vers le haut et à changer de niveau. Euh, Maintenant, et moi en particulier pour le coup, j'aime beaucoup tout ce qui est productivité et avoir un équilibre sur tous les plans émotionnels, sportifs et intellectuels. Et là-dessus, justement, on essaye de leur inculquer un socle solide et on leur dit vraiment de ne pas faire tout ce que nous, on a fait au début, à savoir faire du 6 heures minuit pendant plus d'un an, notamment parce que c'était le Covid, mais parce qu'on se lançait. On leur explique qu'il n'y a rien de facile. Être en CDI, c'est pas facile. Monter une startup, c'est pas facile. Par contre, il y a un moment donné, quand il vient le choix de se dire est-ce que je monte mon projet ou est-ce que je reste en CDI, il faut l'assumer, et il faut être résilient dedans. Donc nous, c'est l'une des qualités qu'on aime beaucoup chez nos entrepreneurs, c'est qu'ils sont résilients et qu'ils ont une faculté d'adaptation qui est assez hors norme. Beaucoup disent que les jeunes de ces temps-ci, leur manque de la résilience, en guillemets, qui veulent tout facile. Euh, à quel degré est-ce vrai, à quel degré est-ce faux, puis quelles sont leurs forces si ça serait leur faiblesse? En fait, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas qu'ils manquent de résilience, c'est que ils ont trop de choix. Et c'est exactement comme Netflix. Nous, quand on était plus jeunes, on allait au magasin de vidéo future, on louait un film, on rentrait à la maison, on n'avait plus le choix, on avait loué un film. Donc on devait regarder ce film-là. Alors que les jeunes aujourd'hui, ils ont Netflix et donc ils ont accès à des milliers de films en instantané et donc du coup, ils font plus le choix. Ou alors ils commencent un film, ils le démarrent un petit peu et ils vont pas jusqu'au bout. Et ça, en fait, moi, je pense que c'est plus une question de commitment et une question de juste se mettre un petit peu des œillères lorsqu'on se lance un projet. Il faut vraiment genre, être focus sur une seule et même tâche. Parce que si on n'arrive pas à être focus sur une mission de vie, globalement, il y aura forcément quelqu'un à côté de soi qui sera plus focus que nous et qui travaillera de manière aussi intelligente que nous, mais qui ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce qu'il était focus. Et ça, je pense que c'est une notion que les jeunes ont pas forcément, ont moins. Je pense que moi, je l'ai eu par le fait que mes parents étaient assez carriéristes et ils ont fait une seule carrière dans un seul domaine. Là où aujourd'hui, des youtubeurs peuvent lancer des chaînes d'alimentation, comme des marques de boissons, comme devenir des rappeurs. Et en fait, ce côté pluridisciplinaire, les jeunes le prennent comme un moyen d'accéder à la richesse et d'accéder à ce qu'ils veulent, le statut ou la réussite, alors qu'en réalité, c'est plus une conséquence d'un des éléments qui a pu réussir. Et vraiment, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de rester focus, d'être résilient. Et pour faire ça, la première question à se poser et la première élément à faire, c'est tomber amoureux de cette mission de vie. Est-ce qu'on peut en trouver plus sur toi et The Quest, Pierre? LinkedIn, moi je publie une fois par jour sur LinkedIn, Pierre Paris, comme la capitale, ou Panama Automatise. On a une chaîne YouTube qui s'appelle The Quest, où on publie beaucoup de contenu. Et j'ai un podcast qui s'appelle Secret d'agence, disponible sur toutes les plateformes, où j'interviewe des CEO d'agences pour découvrir leurs secrets. Nice. Merci beaucoup, Pierre. C'était Charles Cormier pour un autre CEO WisdomPodcast.com ou FounderWisdomPodcast.com avec Pierre Paris.